Vous savez, quand on change de travail, c'est un peu comme si on débarquait dans un nouveau pays. Il y a des coutumes un peu bizarres, des règles que personne n'explique vraiment, et parfois on a l'impression qu'il y a un langage secret à apprendre. C'est une expérience que presque tout le monde a vécue, et c'est souvent assez déroutant. Et ça amène une question qu'on s'est tous posée un jour ou l'autre. Pourquoi certaines entreprises sont-elles si rigides, si procédurières, un peu comme une administration, alors que d'autres, à l'inverse, genre les startups, semblent tout basées sur l'ambiance et l'improvisation? C'est ce mystère qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Bon alors premier point vraiment essentiel à comprendre, il n'y a pas de formule magique pour gérer des équipes. La méthode parfaite, celle qui marche à tous les coups, ça n'existe tout simplement pas. En réalité, tout dépend du contexte, de l'histoire de l'entreprise, de ses objectifs. C'est une question d'ajustement constant. Et si je vous disais que toutes ces différences, qui ont l'air un peu aléatoires, suivaient en fait une logique bien précise? Eh bien c'est le cas. Des experts se sont penchés sur la question et ils ont identifié 5 grands modèles, 5 schémas de fonctionnement qui, au fond, expliquent la quasi-totalité des situations. Et les voici, ces fameux 5 schémas. On peut les voir un peu comme une clé de décodage pour comprendre son lieu de travail. Chacun de ces modèles a sa propre logique, ses propres outils, et même une métaphore qui lui est associée pour définir les relations au travail. Allez, on va les explorer un par un. On commence avec le premier, le modèle dit arbitraire. Celui-là, on le trouve très souvent dans les jeunes startups ou dans les entreprises familiales traditionnelles. Vous voyez le genre? Ces endroits où la personnalité du fondateur ou de la fondatrice imprègne absolument tout. Ici, l'idée, c'est que tout repose sur l'intuition du patron. Il n'a pas vraiment de règles écrites, pas de processus formel, non. Les décisions sont très centralisées et dépendent d'une seule personne. La métaphore qui va avec, c'est la famille. Et elle est parfaite, parce qu'elle évoque à la fois la loyauté, la proximité, mais aussi une forme d'autorité parentale qui ne se discute pas vraiment. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble de travailler là-dedans? Eh bien, l'embauche se fait au feeling, au coup de cœur. Un licenciement peut tomber du jour au lendemain sans crier gare. La culture est bâtie autour d'un esprit maison très très fort et la frontière entre la vie pro et la vie perso est souvent assez floue. Les relations sont directes, c'est vrai, mais le pouvoir, lui, est absolu. Allez, on passe maintenant à 2 autres modèles qui, eux, introduisent beaucoup plus de structure. Mais attention, ils le font de manière radicalement opposée. L'un est basé sur des règles impersonnelles et l'autre sur la compétition individuelle. Pensez à l'image classique de la bureaucratie, de la grande administration. Voilà le modèle objectivant. Ici, le système et les règles sont rois. L'objectif affiché, c'est l'équité et la prévisibilité pour tout le monde, et pour ça, on utilise des procédures standardisées. La métaphore, sans surprise, c'est la hiérarchie. Dans ce système, tout est planifié. Les promotions, c'est à l'ancienneté ou via des concours. Le salaire est fixé par une grille précise et la culture est très légaliste. On suit les règles. L'avantage, c'est que c'est stable et prévisible. Le risque, évidemment, c'est la rigidité. Et contrairement au modèle d'avant, la séparation entre vie pro et vie perso est très, très nette. Et à l'exact opposé, on trouve le modèle individualisant. Là, on est en un environnement de compétition où seule la performance et la réussite de chacun comptent. C'est un peu comme un marché interne à l'entreprise où chaque personne doit, en quelque sorte, vendre ses compétences et ses résultats pour avancer. Dans ce genre de système, l'évaluation est quasi permanente, les promotions récompensent le mérite et le salaire est souvent variable lié à la performance. La formation y est cruciale sur tout ce qu'on appelle les soft skills, le fameux savoir-être. C'est une culture de haute performance. C'est très stimulant, mais ça peut aussi être assez stressant. Bien, explorons maintenant les 2 derniers modèles. Eux, ils changent complètement de perspective. Le focus n'est plus sur les règles ou les individus, mais sur le collectif, sur le groupe lui-même. Mais là encore, ils le font de 2 manières très différentes. Imaginez une communauté d'experts. Par exemple, un département universitaire, un cabinet d'avocats ou une équipe de chirurgiens dans un hôpital. Ça, c'est le modèle conventionnaliste. Ici, le pouvoir n'appartient pas vraiment à une direction, mais aux pairs, aux collègues. Le respect professionnel, c'est la valeur suprême. La métaphore du traité est parfaite. C'est comme un pacte entre égaux. Ici, un recrutement doit être validé par les futurs collègues. Les promotions peuvent même prendre la forme d'une élection pour un mandat à durée limitée. L'autonomie est maximale. C'est un système vraiment très décentralisé où le pouvoir est réparti entre les professionnels eux-mêmes. Et on termine avec le modèle valoriel. Dans ce cas-là, tout tourne autour d'une mission, d'une cause, d'une croyance partagée. C'est ça le vrai moteur de l'organisation. On pense tout de suite aux ONG, aux mouvements militants, ou même à ces entreprises qui ont une culture si forte qu'elle en devient une idéologie. La métaphore qui colle le mieux, c'est celle du clan. Ici, on ne recrute pas des compétences, on recrute des gens qui croient en la mission. L'évaluation, elle se fait sur le dévouement à la cause. Le salaire est souvent vu comme une question secondaire, presque un sujet tabou. La culture est fusionnelle et l'engagement demandé est total. Ce qui, un peu comme dans le modèle arbitraire, peut complètement brouiller la frontière entre le travail et la vie privée. Voilà, on a fait le tour des 5 schémas. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de les mettre côte à côte. C'est en les comparant que cet outil d'analyse révèle vraiment toute sa puissance.
Ce tableau est vraiment parlant. En fait, il cartographie la personnalité de chaque modèle. Regardez les 3 axes. La formalisation, c'est-à-dire le poids des règles, la flexibilité, donc la capacité d'adaptation, et la décentralisation, autrement dit, qui prend les décisions. Ce qui saute aux yeux, c'est par exemple l'opposition radicale entre le modèle objectivant, très rigide et centralisé, et le modèle arbitraire, qui est son miroir inversé, totalement informel et flexible, mais tout aussi centralisé. Et celui-ci, il illustre parfaitement les différentes dynamiques de pouvoir et de relations. On voit très bien la différence entre l'autorité qui est imposée d'en haut, qu'elle soit personnalisée comme dans la famille ou impersonnelle comme dans la hiérarchie, et l'autorité qui est plutôt négociée, comme dans le marché ou le traité. Et puis il y a la mobilisation collective du clan, qui est encore autre chose. Mais au final, à quoi ça sert de savoir tout ça? Eh bien, le point le plus important, c'est que ce n'est pas juste de la théorie pour le plaisir. C'est une véritable boussole pour naviguer dans le monde du travail. Comprendre le modèle de son entreprise, ça permet d'anticiper les réactions, de décoder des décisions qui peuvent paraître illogiques, et tout simplement de mieux s'y retrouver au quotidien. Et maintenant, quelle est la suite? Avec la généralisation du télétravail, l'arrivée en force de l'intelligence artificielle, nos manières de travailler ensemble sont complètement bouleversées. Alors la question reste ouverte. À quoi ressemblera le 6e modèle? Comment est-ce que ces nouvelles technologies vont redessiner les règles du jeu? Le débat ne fait que commencer.